quand la sexualité traverse la matrice. L'arrivée d'Internet et des nouvelles technologies a ouvert un nouvel environnement pour la sexualité. Une pratique inédite est alors apparue, celle de la cybersexualité. Composé en deux parties, ce mot fait référence aux pratiques sexuelles à travers les nouvelles technologies. Il existe plusieurs catégories de cybersexualité. On trouve en premier lieu les pratiques solitaires. Aussi appelé le cybersexe passif, cela correspond à la consommation de médias érotiques ou pornographiques. On trouve ensuite le cybersexe interactif. Celui-ci correspond également à la consommation de médias érotiques ou pornographiques, mais avec des caractéristiques interactives, comme par exemple des jeux vidéo érotiques. La mise en relation avec un autre partenaire humain à travers Internet peut aussi être considérée comme le troisième type de pratique cybersexuelle. C'est alors une cybersexualité connectée. Cela peut concerner l'envoi de messages ou photos à caractère sexuel par SMS, via des chats sur Internet, ou encore l'organisation de jeux sexuels par avatar interposé dans un univers numérique. La cybersexualité et ses pratiques d'échange sont aujourd'hui courantes et tout à fait normales, particulièrement dans la découverte de la sexualité lors de l'adolescence. D'autant que l'environnement numérique ne vient pas remplacer l'environnement physique des pratiques sexuelles, mais vient plutôt l'étendre, voire l'augmenter. Ce va-et-vient entre ces deux environnements est nommé « trans-sexualité » par Frédéric Tordeau. Le terme trans fait référence à la traversée mobile entre ces deux formes principales de la sexualité, physique et connectée. Pour mieux comprendre le terme trans-sexualité, il faut se mettre dans la peau d'un ou d'une adolescente, ou d'un ou d'une jeune adulte ayant grandi avec la révolution technologique. Le monde dans lequel ils ont grandi est différent de celui des générations précédentes. Le monde de l'adolescent de la génération connectée est composé à la fois du monde physique et du monde numérique. Cette génération et les plus jeunes jonglent en permanence entre les deux. Le téléphone portable en particulier et l'accès constant au web a fait fusionner numérique et physique en une réalité augmentée. On retrouve cette traversabilité dans le domaine de la sexualité. Prenons l'exemple au sein des couples qui peuvent maintenant partager des messages de désir pour s'exciter mutuellement. À l'ère de la trans-sexualité, cette pratique peut être considérée comme des préliminaires à l'acte sexuel physique. Mais comme pour les actes physiques, il est important de rappeler que la cybersexualité implique un consentement entre les partenaires. Ici, il correspond à une réciprocité des désirs et des fantasmes. Pourtant, parfois la cybersexualité dépasse le cadre de la sexualité consentie et des droits humains. Pourquoi ? Ce sont certaines caractéristiques d'Internet et le rapport fondamental aux machines qui peuvent conduire à des comportements singuliers de partage de l'intimité. En effet, sur Internet apparaît une transparence digitale qui correspond à des moments où les individus sont plus transparents à leur vie psychique. Cette transparence digitale s'explique par trois principales dimensions. Première dimension, l'extimité, c'est-à-dire le désir qui pousse les individus à mettre dehors d'eux-mêmes, sur Internet par exemple, une partie de leur vie intime. Ils le font pour s'approprier cette intimité grâce aux commentaires qu'ils reçoivent des autres internautes. Mais ce désir peut également conduire à la recherche d'une visibilité à tout prix qui pousse à partager des contenus, photos, vidéos, etc., simplement pour recevoir des likes. La vie sexuelle ou le corps sexualisé peuvent être alors victimes de cette extimité. Deuxième dimension, la désinhibition en ligne. C'est-à-dire que les internautes tiennent des propos dans le cyberespace qu'ils ne tiendraient pas dans le monde physique et notamment des propos sexuels. Tandis que l'extimité est du côté de notre désir, la désinhibition numérique concerne plus directement les effets des propriétés du numérique sur la psyché. Les facteurs liés à la technologie poussent les personnes à dire plus de choses sur les réseaux que dans le cadre d'une relation physique. Par exemple, l'anonymat sur Internet peut débrider les comportements d'agression sexuelle dans la mesure où la personne peut faire comme si elle n'en était pas à l'origine. Enfin, la troisième dimension de la transparence digitale est ce qui peut être appelé le moi cyborg. Ce concept illustre le fait de se trouver dans la relation aux technologies et à Internet comme à l'intérieur de son propre moi. Les fantasmes sexuels des individus vont alors se déverser plus librement.
Certains individus n'ont pas conscience qu'ils ne sont pas seuls dans leur tête, mais qu'ils interagissent avec d'autres personnes. L'intimité devient alors paradoxale, puisqu'elle est vécue par ces individus comme à l'intérieur de leur moi, tout en étant partagée sur les réseaux. Mais ce partage intime peut être confisqué par une personne externe, ce qui peut alors constituer un moment traumatique lorsque la personne concernée devient victime. C'est par exemple le cas du revenge porn, c'est-à-dire le partage en ligne d'une vidéo sexuelle mais sans le consentement de la personne qui apparaît sur le contenu. La transparence digitale facilite le partage de morceaux de l'intimité, mais peut conduire à débrider certaines conduites sexuelles. Ces comportements peuvent être entendus comme des manquements fondamentaux au consentement, mais également au respect de la personne. Comment intervenir en tant qu'éducateur ? On ne peut pas intervenir sur l'éducation à la sexualité en ligne sans proposer une éducation à l'utilisation des technologies au sens large, en particulier autour des écrans et d'Internet. Dans le cas du partage de photos ou vidéos intimes, il est indispensable d'éduquer au droit à l'image, c'est-à-dire que la personne sache qu'elle dispose sur sa propre image d'un droit exclusif, qui lui permet de s'opposer à sa reproduction. Il faut aussi sensibiliser à la différence entre l'intime et le public. Il y a ici 3 distinctions à faire. L'espace public dans lequel on partage avec le plus grand nombre, l'espace privé où l'on partage avec des personnes choisies, et enfin l'espace intime, avec ce que l'on ne partage pas ou ce que l'on partage seulement avec quelques personnes très proches. Toutefois, cette distinction n'apparaît que tard dans le développement. Parfois, même à l'adolescence, un flou demeure entre ces 3 espaces. Voici quelques conseils à retenir. Dans le cas du revenge porn, ou plus largement si l'on est confronté à du chantage en lien avec des photos ou vidéos dénudées, il est d'abord important d'en parler à une personne de confiance. Pour un individu mineur, cela peut être l'infirmier ou l'infirmière scolaire, ou un ou une enseignante. Sur les principaux réseaux sociaux, des formulaires dédiés au signalement du chantage sur le partage d'images intimes existent déjà. Des plateformes internet comme NetÉcoute existent aussi et permettent de trouver un soutien juridique ou psychologique. Par ailleurs, ce signalement peut être doublé par un signalement sur le site du gouvernement.